Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Rim Kérissi, qui est comédienne et réalisatrice, qui sort son film qui s'appelle Chien et Chat avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. Elle est passée par la bande à Fifi, va nous expliquer tout son parcours. C'est son 3e film aujourd'hui, va nous expliquer comment elle est passée par OSS 117, etc. Juste avant, sachez qu'on est dispo en podcast audio. Je sais que vous êtes très nombreux à nous retrouver chaque semaine et merci 1000 fois d'être là de plus en plus nombreux. On est dispo en podcast audio, que ce soit quand vous faites du sport, quand vous êtes au boulot, la nuit, quand vous êtes dans le lit, vous pouvez nous écouter. Écoutez toutes les émissions sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide vraiment sur le référencement. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Merci 1000 fois d'être de plus en plus nombreux. On est trop contents d'être là avec vous tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches avec une nouvelle interview. Et là, c'est parti avec Rim Kérissi, on y va. Rim Kérissi, première. Clap. Ah, ça y est, on a commencé? Bah oui, on a commencé. Ok, bah vas-y, je vais te prendre le clap. Bah, bienvenue, Rim. Alors, merci. Rim Kérissi. Enfin, bienvenue, parce qu'on est chez moi quand même. Oui, bah oui. Il fait 76 degrés sur ce plateau. Il a voulu mettre le chauffage. Elle a pris une petite eau chaude. Ouais. Qui boit de l'eau chaude? Les meufs qui veulent avoir une belle peau. Non, c'est vrai? Non, mais en fait, il faut s'hydrater et je bois pas de l'eau froide. Mais personne ne boit de l'eau chaude. Bah moi, mais je suis unique, tu le sais, je suis légende. Non mais pour de vrai, avant l'émission, il dit ah tiens je pourrais avoir de l'eau chaude et tout. Tu veux du thé? Non juste de l'eau chaude et tout. Je savais pas qu'il y a des gens qui buvaient de l'eau chaude. Ouais mais parce que je savais pas si c'était une émission qui avait les moyens de payer un thé, donc je me suis dit j'ai pas envie de foutre en galère, juste de l'eau, voilà. Bon, bienvenue. Bien. Tu as déjà vu l'émission? Tu as déjà vu des extraits? Tu vois un peu comment ça va se passer? Je ne vois que toi tout le temps. Je rêve de toi, je m'endors avec toi. Mais tu es insupportable. Mais alors l'émission non, juste toi. Le reste n'existe pas. T'as peut-être vu Philippe? On a reçu Philippe et Franck. Tiens, alors j'ai vu Philippe, j'ai vu Franck, mais je les ai pas vus dans ton émission. C'est un non-plaisir de te recevoir, en tout cas pour ton film. C'est un grand plaisir, mais d'être ici, franchement. Ça fait en plus des années que tu bosses sur Chien et Chat, qui est au cinéma, ça y est. Ça fait des années que tu bosses dessus, je crois 7 ans. On a des amis en commun et ça fait des années qu'on m'en parle. Elle me dit, ah, il y a Rim qui prépare son film, à faire parler son chat et tout. Et je me demandais comment tu allais le faire parler. Donc maintenant, je l'ai vu, le film est très bien. J'ai fait rentrer Inès Reg dans mon chat. Facilement, elle avait un petit déguisement comme ça. Inès et puis Reg qui est la voix du chat, pour expliquer. Et Artus qui est la voix du chien. Ouais. Enfin, c'est plutôt le chien qui a la voix d'Artus. C'est plutôt le chien qui a la voix d'Artus, effectivement. Mais c'est pas grave, hein. Ça va être très long. Voilà. T'as raison, c'est plutôt le chien qui a la voix d'Artus. Et le chat qui a la voix d'Inès. Et les chats qui a la voix d'Inès. C'est compliqué à tourner, on va en reparler après et tout ça, tu vas nous expliquer l'histoire, on va refaire ta vie, c'est le principe de l'émission, on va repartir de zéro, voilà. Est-ce que c'est compliqué de jouer sans rien en face? Comment ça se passe, tu vois, quand tu joues avec de l'image de synthèse, comme ça, le chien, le chat, comment ça se passe? Écoute, donc, il faut avoir quand même un peu d'imagination. Et nous, en amont, on a travaillé avec des storyboards animés. Donc, avant d'aller sur le tournage, on a dessiné les animaux. Après, ça a fait un genre de dessin animé, parce que il y a 24 images dans une seconde. Donc, tac, on les montre aux acteurs. On leur dit, voilà, donc là, ton déplacement, il va se faire comme ça. Le chien, il va être au bout de la laisse. Le premier point, c'est que tu fais le mime. Après, il y a de temps en temps même un technicien qui vient au bout de la laisse et qui te tire pour avoir le poids. Ah ouais, ok. Et après, on va de temps en temps même mettre une poupée verte pour avoir l'incruste. Et enfin, une poupée avec des poils pour avoir un repère de poils. C'est une doublure lumière un peu. Ah ouais. Et après, on incruste tout ça. Et pour avoir le bon tempo du plan, pour pas qu'on ait filmé trop long ou trop court, Inès Reg et Artus sont venus pré-enregistrer leur voix avant le tournage. Avant le tournage? Avant le tournage. Ok. Donc en gros, il y a quand même 1 an de pré-production avant de tourner. Ok. Donc quand tu tournes le 1er février 2022, et ben, tu as commencé ta prépa le 1er février 2021. Mais c'est tellement long. C'est vrai? Ouais. Incroyable. C'est-à-dire qu'Artus et Inès, quand ils font la voix... C'est des enfants. Il n'y a rien, en fait, en face. Ils ont le scénario et le storyboard. Ah oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas vraiment... c'est pas une synchro, c'est l'inverse. Okay, c'est l'inverse, et c'est l'avantage. Parce que c'est-à-dire que du coup, de par les expressions et les mimiques d'Artus, moi, après, je vais faire dessiner les animaux et leurs expressions que je vais mimer sur les intonations d'Inès Artus. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est pour ça, je dirais, que les animaux sont si réussis et qu'ils sont si bien anthropomorphisés. Anthropomorphisés, c'est quand, en fait, tu transformes un animal un peu en humain. Et donc, en fait, il y a ça. C'est-à-dire qu'ils ont des attitudes humaines... C'est quoi dans E égale M6 ou c'est moi? Non, mais ils ont des attitudes humaines. Et quand Inès, elle dit « Bah non, tu peux pas », et qu'elle peut balancer sa bouche comme ça, Inès le fait. Et moi, derrière, aux animateurs, s'ils font « Bah non, tu peux pas », je leur dis « Non ».
allonge et fait « bah non, tu peux pas », avec la mâchoire qui se décolle comme une gamine de 14 ans. Ouais. Et ça donne la saveur aux animaux et on leur donne un peu une personnalité du coup. Waouh. T'as fait 3 films, c'est ton 3e. C'est plus dur que les autres ou pas à faire? Bah oui, quand même. C'est beaucoup plus dur déjà de convaincre les gens qu'on va faire un film sur sa chatte. Sans jeu de mots. C'est-à-dire que quand après mon premier film, je dis à mes producteurs « Ah, j'aimerais bien faire un film un peu à la TED, où le premier rôle serait moi et ma meilleure amie, mon chat », ils me disent « Mais non, en fait, on n'a pas le même budget que les ricains, ça s'est jamais fait en France, donc non ». J'insiste un peu, ils me disent « Bon, refais un film tradi, puis on en parle, on verra si ça t'est passé comme délire, parce que d'une, ça va coûter cher, de 2, t'as jamais fait ça, 3, on n'a jamais fait ça en France, et en plus, on n'a pas de thunes. » Une fois que tu les convaincs, après, donc tu passes pour une tarée auprès de tous tes amis, tout ça, j'en passe. Mais après, il faut faire la préparation et la post-production. Donc, il faut avoir quand même une bonne assurance vie. 7 ans de taf. Non, mais ce que j'allais dire, c'est un chemin de croix, le film. Et j'ai tout refusé, mes films, les films qu'on m'a proposés en tant qu'actrice, je les ai refusés. Les films qu'on m'a proposés en tant que réal, je les ai refusés. J'ai refusé même d'être une bonne maman, pour te dire la vérité. J'ai été à tapis en me consacrant cœurs et âme que à ce film-là. Je ne pouvais pas, de toute façon, envisager faire un autre projet si je faisais pas ce film. T'as refusé pour pas jouer, pour pas perdre de temps, tu vas dire, Ouais. et continuer de bosser sur ton film. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire quoi? J'ai refusé d'être une bonne maman, on va revenir plus tard et tout, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'es en prépa et que tu dois être en prépa jusqu'à 2h du matin et que tu vois pas ton fils, c'est compliqué. C'est compliqué d'être même en tournage au Canada et de partir et de dire à ton mari, à ton fils, il faut que vous rentriez parce que je peux pas vous garder à la maison, vous me prenez trop d'énergie. Je pars à 4h du matin, je rentre à 20h, il fait moins 37 degrés. Quand tu rentres, tu peux pas avoir ton fils qui est en train de pleurer parce qu'il veut sa maman. Ça me déchire, ça le déchire aussi. Et en fait, on est tous les deux dans la frustration et ça va pas. C'est compliqué d'être une bonne maman, une bonne patronne, une bonne collègue, une bonne... Enfin, de doser, c'est difficile dans un projet comme ça, aussi gros. Je te dirais que tous les autres sacrifices que je fais me font pas de la peine. C'est-à-dire ne pas être une bonne femme pour mon mari, c'est pas très grave. Je culpabilise pas. Mais pas être auprès de mes enfants... Parce qu'en plus, tu sais que ça va très vite et que finalement... Deux, c'est ça ? Ouais. Regarde, j'ai écrit mon film, j'étais enceinte de mon premier qui a 4 ans aujourd'hui. Et il s'est passé ces 4 premières années, j'étais pas là. En tout cas, j'étais pas là comme j'aurais voulu être là. Voilà. Ah, c'est fou, c'est fou. Attends, on va y revenir. Pour reprendre ta vie, t'es né à Neuilly en 83. Non, ne dis pas l'âge. Pardon, t'es né en... Je suis née donc en 2003. T'es née en 2004. Voilà, tes parents divorcent à la naissance. Ouais. Ils faisaient quoi dans la vie? Tes parents, ils bossaient dans le ciné ou rien à voir? Pas du tout. J'avais un papa qui était professeur et donc qui m'a appris la rigueur. Et j'avais une mère qui a abandonné son travail pour être mère au foyer et qui, une fois qu'elle s'est séparée de mon père, était en galère. Ça m'a un peu appris à être une femme avant d'être la femme de quelqu'un. D'accord, ok. T'as vécu un peu chez les deux, t'as vécu que avec ta maman, du coup. Si tu dis qu'elle a te quitté, t'as vécu que avec ta mère? Ouais. Et je voyais mon père le week-end. Et tu la voyais, etc. Famille populaire, famille comment? C'est intéressant de comprendre le parcours. Alors, j'ai une famille chelou, voilà comment on pourrait dire ça. J'ai une mère italienne qui voulait être très intégrée en France, donc qui ne m'a pas appris l'italien et qui avait envie que j'ai tous les codes de la bonne française, que je parle bien, que je me tienne bien. C'est pour ça qu'on a habité à Neuilly. Elle s'est sacrifiée pour qu'on habite à Neuilly, pour que j'ai vraiment les meilleures portes ouvertes dans la vie. Un entourage, etc. Ouais, un bon français, une belle diction, tout ça, c'est très, très important pour elle. Je pense parce qu'elle était complexée et qu'elle voulait que je puisse avoir... que je puisse être passe-partout. Et j'ai un père qui est extrêmement cultivé, très, 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 très brillant, qui parle 4-5 langues, et qui, lui, son objectif, c'est que je sois la première de la classe tout le temps. Et donc, du coup, j'avais pas le droit aux vacances. Et quand il me prenait en vacances avec lui, on faisait le programme de l'année prochaine. Ok. Véridique. Prendre de l'avance, quoi. Pour prendre de l'avance sur toutes les matières. Et je devais lire des bouquins, souligner au crayon papier les mots que je connaissais pas, aller les chercher dans le dictionnaire, résumer le bouquin en un paragraphe, en une phrase, en un mot. Et petite, c'était assez compliqué, mais c'est ce qui fait que je peux tenir un film pendant 7 ans. Que je puisse avoir la rigueur de me réveiller, de travailler, de ne pas être payée, de me dire que c'est pas grave, de faire 4-5 jobs à la fois, parce qu'en fait, j'ai été façonnée un peu comme un soldat par mon père. Et ma mère m'a laissé le côté créatif. T'étais plutôt garçon manqué quand t'étais petite, t'étais comment? J'étais fille complexée.
j'étais à Neuilly et j'avais des parents qui étaient divorcés. Quand t'es petit, tu veux être comme tout le monde. Donc moi, mes parents étaient divorcés, c'était pas vraiment à la mode à l'époque. J'avais envie d'être blonde aux yeux bleus, pas vraiment le cas. J'avais envie de partir en vacances là où tout le monde allait en vacances. J'étais trop différente. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'il fallait que je fasse de cette différence une force. Mais avant, c'était un gros complexe. Dans une interview, tu dis que tu te trouvais moche, c'est vrai? Ah oui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Bah arrête. Non, après, on s'en fout. Je suis pas là pour faire. Non, mais attends, mais c'est pour ça. Mais chacun a ses croyances, tu vois. Moi, j'ai la sensation que, je suis OK quand je suis peut-être un peu pimpée par les maquilleurs, etc. Mais je suis pas. Et d'ailleurs, en vrai, c'est pour ça que je mise pas du tout sur ça. Et que j'ai décidé d'écrire, de réaliser, même de produire. Quand Philippe Lachaud m'a rencontré, j'étais OK pour faire de la régie, pour faire de l'écriture, pour faire le couteau suisse, parce que je suis pas Monica Bellucci ni Margot Robbie, quoi. Ouais, tu faisais tout. On va reparler de la bande à Fifi. Juste avant, 18 ans, tu pars à Londres. Ouais. Tu pars faire une école là-bas, une école de stylisme. Tu apprends l'anglais là-bas. Ouais. Correctement. Ouais. Aujourd'hui, tu pourrais jouer en anglais. Ouais. C'est vrai? Ouais. Attends, pas moi, excuse-nous. Ouais. Putain, c'est vrai. Après, tu reviens en France à 19 ans et tu repars à New York, ouais. c'est ça? Non, en fait, de Londres, je suis partie à New York, ouais. T'es partie à New York, tu vas faire quoi à New York? Toujours parler anglais, prendre des cours d'anglais, parce qu'en fait, j'ai abîmé mon année de scolarité, donc il fallait que je termine en faisant quelque chose. Londres, ça coûtait très, très cher, mais je voulais continuer à apprendre l'anglais, parce que je savais qu'en fait, c'était un passeport pour tout, l'anglais. Et ça m'a appris aussi à être vachement sociable. Quand tu te retrouves dans une ville cosmopolite comme l'Angleterre ou New York, tu veux parler, tu dois faire des efforts, et finalement tu rencontres des gens qui viennent de partout. Et parler, c'est quand même la base pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Donc du coup, j'avais envie de parler vraiment impeccablement anglais, en me disant que quoi qu'il arrive, ça allait me servir dans la vie. Ça me sert à rien aujourd'hui. C'est vrai? Mais ma vie n'est pas finie. Non, mais c'est vrai, ça ne me sert à rien. J'ai pas une carrière aux États-Unis. Non, mais quand tu vas tourner au Canada, là, par exemple, Chien et Chat, tu vas au Canada, c'est des francophones. Il y a une partie qui est francophone, mais il y a une partie qui est aussi anglophone. Non, ça ne me sert à rien. J'ai tout misé là-dessus. Tu vois, j'aurais pu prendre des cours de théâtre, j'aurais pu prendre des cours de piano. Non, j'ai pris des cours d'anglais. Je sais pas pourquoi. On verra. Peut-être que tu vas me recevoir dans 10 ans et tu me diras, putain, carrière internationale. Mais non, tu viens de récupérer ton Oscar. Heureusement que tu savais parler anglais et tout. Mais là, aujourd'hui, ça me sert à rien, à part à me la raconter quand je suis aux États-Unis, mais c'est tout. D'ailleurs, est-ce que tu voulais déjà faire ce métier quand tu avais 18-19 ans? Tu dis que tu pars à New York à apprendre l'anglais dans un but de jouer ou... Non, justement, dans un but d'être capable de tout faire. Je me dis, si j'ai l'anglais, je peux tout faire. En fait. Voilà. T'es bonne élève? T'es un peu comment? Je suis très bonne élève parce que j'avais plutôt intérêt à l'être, comme je te l'ai dit, par rapport à mon père. Et après, les garçons et les boîtes de nuit sont arrivés dans ma vie. Et alors là, j'ai trouvé un intérêt beaucoup plus intéressant que les maths. Je sais pas pourquoi. Et puis en fait, voilà, ça rejoint aussi le complexe que j'avais où je me trouvais pas jolie. Je deviens adolescente. Et puis, je découvre en fait des premiers regards, j'ai rencontré mon premier amour et donc je développe un sens d'intérêt où je découvre ma féminité, où je me dis que pourquoi pas, et peut-être que finalement c'est pas si loin de l'acting, le sens de la séduction. Après, c'est un peu ça, oui. Après, tu rentres en France, ta mère te dit faut absolument que tu trouves un travail, etc. Ouais. Comment tu vas trouver un boulot? Tu vas aller frapper aux portes? Comment tu rentres dans ce métier concrètement? Écoute, j'habite à Neuilly, et à Neuilly, il y a une chaîne télé qui s'appelle M6. Et je me dis, je vais être animatrice télé, parce qu'après tout, j'ai un peu de tchatch. Donc je rentre chez M6, je vais à l'accueil, et je dis, bonjour, j'aimerais être animatrice télé. Et là, je me rappelle de deux gonzesses qui vraiment pouffent de rire, qui disent, non mais ça se passe pas comme ça, faut passer par la RH. Je suis un peu humiliée, et en plus, si tu veux, c'est-à-dire que j'ai pas passé le portique, quoi. Je suis vraiment arrivée juste à l'accueil et je me suis fait tège. Et je me suis dit, ok, d'accord, je vais pas évidemment m'arrêter à un nom, ça se passe pas comme ça. Donc j'ai commencé à regarder les émissions télé et il y avait, tu sais, les génériques à la fin des émissions. Et je vois directeur des projets d'émission, Claude Lacaze. Je fais ok, il y a les pages jaunes à cette époque. Et j'appelle donc en Demol, je demande à parler à Claude Lacaze. Cette fois-ci, je me pointe pas, tu vois. Et je dis, oui, bonjour, ici La Chirici Agency, j'ai une agence. Ah, tu mens? Bah oui, je suis déjà très bonne actrice. J'ai une agence, en fait, avec un portefeuille d'animatrices télé
et des projets d'émission dont j'aimerais vous parler. Est-ce que vous pourriez m'accorder quelques minutes? Je vais chez Endemol dans le 17e. J'ai 19 ans. Hein, et il me regarde de haut en bas. Je lui dis, bah oui, je n'ai pas d'agence, mais maintenant qu'on a un rendez-vous, est-ce qu'on pourrait parler? J'ai des projets d'émission. Et il me donne ce rendez-vous sans vraiment trop savoir où ça ira. Puis quelques mois plus tard, il m'appelle pour passer un genre de concours qui s'appelle le Endemol Creative Master, où il cherchait des créatifs. Je gagne ce concours, mais en parallèle, j'ai réussi à postuler chez Fun Radio. Et je deviens stagiaire. Je suis payée 0, mais pour moi, je suis déjà arrivée au sommet de ma gloire parce que j'ai un pied dedans et que je sers des cafés le matin à 6h. Au morning, tu faisais, c'est vrai? Ouais, au morning, au Martin Show. Et c'était le début d'une aventure, d'un rêve qui commençait à se dessiner en se disant « Ah, peut-être que je pourrais faire un peu ce métier. En tout cas, j'ai un pied dedans. » Tu vas faire quoi, la radio? Au début, tu amènes des cafés. J'amène des cafés. Du poids, tu vas je ramène des cafés et puis je me démène à mort. Donc, je deviens responsable des invités VIP. Après, comme j'ai un peu de créativité, je commence à faire les faux appels ou les faux témoignages. Je fais l'horoscope, je fais la météo. Donc, je commence vraiment tu vois, à faire partie de l'équipe du morning. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je vais retourner chez M6. Pas chez M6, mais chez Fun TV, qui est une petite chaîne. Qui n'existe plus, si? Elle existe encore ou pas? Qui n'existe plus. Et là, cette fois-ci, je suis moins novice que la première fois. J'arrive à l'accueil. Et je dis, oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Sébastien Lucas Joseph, qui est le directeur des programmes de Fun TV. Je n'ai pas rendez-vous avec lui dans la vraie vie. Et donc, ils appellent Sébastien et ils lui disent, bon, il y a Rim Kérissi qui est à l'accueil pour vous. Je passe le portique. Ah, ok. Il m'accueille donc sur le canapé de l'accueil. Il descend, il me dit, je suis désolée, j'ai complètement oublié notre rendez-vous. C'est une blague. Et il me dit, c'est pourquoi? Et je fais, bah voilà, j'aimerais faire partie des Filles du Week-end. C'est une émission hebdomadaire sur la chaîne. J'aimerais vous proposer des chroniques. Et je lui propose des chroniques. Et parmi les chroniques que je lui propose, il garde la chronique Les Voyages insolites de Rim. C'est là que je rencontre Philippe Lachaud. Pourquoi? Parce qu'il faisait quoi comme émission, Philippe? Lui, il faisait une émission le week-end, lui aussi. Il était animateur, pas dans mon émission. Moi, j'étais chroniqueuse dans une émission, mais on s'est croisés. Et il a vu que j'avais un peu d'autodérision et il m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire des conneries avec nous? Des sketchs. Je ne sais même pas si je savais ce que ça voulait dire, le mot sketch. Et j'ai dit oui. Et puis là, j'ai tout appris, parce que Philippe, en fait, écrit, réalise et joue avec ses potes. Et donc, j'ai vraiment compris, en fait, ce que c'était qu'un montage, raconter une histoire avec des gags. Et au sein de la bande, j'étais le petit frère qui faisait... Je dis petit frère parce qu'il n'y avait que des garçons et j'étais vraiment... j'étais pas la petite nana, quoi. Et je faisais des sketchs avec eux, mais j'étais aussi responsable des castings. J'avais les autorisations pour tourner. Enfin, j'étais à la prod, la régie... J'ai tout fait, j'ai adoré. Il te fait confiance direct? Tu t'intègres dans la bande? J'ai confiance à n'importe qui, Philippe. Non, mais à cette époque-là, les responsabilités, on fait un sketch, les enjeux, c'est pas un film. Oui. Tu vois, donc on est tous un peu novices et tous supra-volontaires. C'est-à-dire que Philippe, on fait tous 1000 métiers. Et c'est ce qui nous servira plus tard, de toute façon. Et après, vous partez, donc, les sketchs, c'est à Canal, c'est en 2004, c'est ça? Ouais. J'ai noté. C'est dans l'émission de Carl Zero. Après, ça va basculer au Grand Journal avec Denisot à l'époque, en 2005 et jusqu'en 2007. On a regardé. Est-ce que c'est très difficile à faire? Parce que tous les jours, des nouveaux sketchs. C'était abominable. Il y en a un qui tourne, mais à Morador, on a cherché un peu des vieux sketchs, etc. On a essayé de regarder des trucs un peu drôles. Il y en a un où tu vas faire la fliquette à côté et tu oublies les paroles. Non, mais quelle angoisse! Mais non, mais écoute, ça c'est le moment le plus traumatisant de ma carrière. T'arrives et tu pointes le blanc et je sais plus ce que je veux dire. Non, je ne le dis même pas. Je suis pris dans les phares d'une voiture comme un lapin. C'est-à-dire que Philippe, qui est le leader de la bande, nous dit donc toi tu fais ça, ça va hyper vite. Tous les jours on change de texte, c'est une catastrophe. Et je dois être la première à rentrer sur scène, d'accord? Donc je sais ce que je dis quand je rentre sur scène. Déjà Philippe me pousse. Ça va, je sais que c'est à mon tour, j'y vais. Je dis ma phrase et j'ai dit ma phrase, Philippe dit la sienne, et là j'entends ce qu'on appelle un cue, c'est-à-dire que je dois enchaîner moi aussi. Mais il y a un blackout, quel enfer. Ça, c'est chaud. mais total. Et en plus, tu sais, quand t'es tout seul,
tu fous? Personne d'autre dans la merde que toi. Mais là, je sais, j'ai tous mes potes qui sont en train attendent. d'attendre. Et moi... Et ça ne vient pas, mais je sais même plus le qui, de quoi, je suis super. Et c'est long quand même, en plus quand t'es en direct, je crois que 10 secondes, dans le c'est grand journal, très long. il y a du monde. Il y a du monde et tout. Et là, Philippe, qui est super pro, dit « Et donc, tu devais dire nanana, nanana ». Donc, il me sauve, seulement que le sketch n'est pas fini. Parce que pendant tout le sketch, en fait, je suis traumatisée. Je suis kéblo. En fait, tu repenses à ça, puis après, tu sais plus. Et après, tu sais plus. Et je me rappelle que le sketch continue, que les garçons, ils m'ont laissé en off. Et que moi, j'étais... Mais vraiment, c'était catastrophique. Et après, promis, j'écrivais mon texte sur mes mains. Ah, au cas où. Tellement j'avais peur d'oublier. Et évidemment, ça sert à rien parce que t'as les mains moites, ça part. Enfin bon, mais j'ai eu ce réflexe. Et voilà. Mais tu sais, dès qu'on m'équipait du micro, après, j'avais le cœur qui battait à la 100 à l'heure. Je me disais, putain, mon texte. T'avais le trac, ouais. Non, c'était pire que le trac. J'avais envie de vomir. J'étais vraiment... En fait, c'est un trauma. Bien sûr, c'est un trauma de mettre tout le monde dans la merde et de te dire, donc, je suis vraiment nulle. J'ai 3 phrases, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, tu vois, je pense que ça m'arrivera plus parce que j'ai désacralisé ce truc. T'es pas obligé de dire les choses au mot près. Enfin, oui, tu oui, vois, tu vis. Tu vis le machin. Mais là... Oui, c'était à l'époque, au début. Qu'est-ce qui se passe quand vous sortez de scène après? Il te dit, vous discutez après? Non, je crois que Tarek s'est foutu de ma gueule. Et je crois que Philippe m'a pas adressé la parole. Et Philippe, en fait, il n'aime pas la confrontation, mais en fait, tu sais très bien qu'il te hait. Donc, toi, t'as merdé, tu sors, t'as envie, je te promets qu'en plus, t'as envie de réconfort, t'as envie d'un c'est pas grave, machin, c'était gaulerie et tout. T'as Tarek qui se fout de ma gueule et je crois Juju et Fifi qui tracent. Et moi, je vous aime quand même, tu vois. Non, c'était horrible. C'était horrible. C'est le moment le plus dur que t'aies vécu? De toute ma carrière. Non, vraiment? De toute ma carrière. Je me suis sentie une énorme merde. Une énorme merde. Après, t'as fait des castings pour le ciné. Ouais. Est-ce que c'est pas plus désagréable que ça, non? Est-ce que c'est pas horrible, les castings? Déjà, j'ai fait un casting, c'est OSS 117, et ça s'est très très bien passé. Mais sinon, je fais pas de casting pour le ciné, ça m'arrive pas vraiment. Mais l'avantage du casting, c'est que t'as le droit de refaire ta prise, tu vois. Tu l'as fait une fois, tu l'as merdé, tu l'as fait une deuxième fois, bon. Au cinéma, c'est pareil. Là, en direct... Non seulement tu te vautres devant 2 millions de personnes, à l'époque c'était les chiffres qu'on faisait, et tu peux pas la refaire. Tu peux pas dire « y'a pouce !» Non, tu peux pas. C'est clair. Tu parlais de stylisme avant. Tu t'es pas planté dans le stylisme, justement. Tu parlais de OSS 117. Tu es arrivé complètement décalé sur un casting. Ah ouais, oui. Sur le casting que tu as fait d'ailleurs. Le casting que j'ai fait. T'as fait vraiment qu'un casting? J'ai fait 2 castings, OSS 117 et Fatal. Comment tu t'es retrouvé sur le casting de OSS 117? J'ai fait chier tout Paris. C'est vrai? Ah oui. Je suis avec Fifi, je suis pas actrice, je connais même pas le cinéma, mais c'est le rêve de Philippe de faire du cinéma. Moi, je suis un peu le mouvement à cette époque-là. J'ai 24 ans et on va voir OSS 117. Et je suis quand même hallucinée par la prouesse de ce film qui est élégant, drôle, à l'ancienne, avec plein de rêves. Et je dis à Philippe, si un jour je dois être actrice, c'est pour jouer dans un film comme ça. Et vraiment, c'est comme si j'avais envoyé ma parole à Dieu et qu'il m'a renvoyé le casting. J'entends que OSS 117-2 se fait. Je dis, mais au Brésil. Je dis, mais attends, mais j'ai l'air d'une Brésilienne, moi. C'est parfait, il faut que je fasse le rôle. Et puis, je suis encore très naïve, tu vois. Donc, je me dis, mais c'est bon, je vais appeler, je vais avoir le casting. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, je regarde le générique classique, le nom du directeur de casting, Stéphane Twitou, je l'appelle, je demande à passer les essais. Et il me dit, bah non, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes trop typé, pas assez connu, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes trop jeune. Enfin bon, bref, je ne suis pas le rôle. Il te dit ça. Je ne suis pas le rôle. Et en fait, moi, quand on me dit non, ça m'énerve. Surtout quand je considère que les raisons ne sont pas vraiment les bonnes. Donc, je décide de passer par Michel Hazanavicius, qui est le réalisateur, qui ne me connaît pas, hein, que je dérange en repérage au Brésil. Oui, bonjour, Michel Hazanavicius, désolé de vous déranger. Je vous appelle parce que j'aimerais passer les essais pour OSS. Il me dit, il y a un directeur de casting pour ça. Je lui dis, oui, mais il veut pas. Et s'il veut pas, je pense que vous avez tort, qu'il faut me rencontrer. Et je vais vous appeler tant que j'ai pas essayé de passer le casting. Donc, en fait, je les force. C'est vrai? Ouais. Tu vas en force? J'y vais en force. Je leur dis, donnez-moi 10 minutes, je pense que le rôle est pour moi. Venir devant chez vous, en fait. Donc, laissez-moi une prise. Voilà. Et, il accepte? Et ils acceptent. Ils acceptent de me... Ils acceptent pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est un chewing-gum sous ma chaussure. Faut mieux que je lui laisse? Oui, ils acceptent parce qu'ils se disent, tu sais quoi, elle a du bagou. Je sais pas, faudra lui demander. Non, mais même pour les comédiens qui regardent et tout. Non, mais je me rappelle. Alors, tu sais quoi?
Michel me dit « Ok, très bien, j'en parle au directeur de casting ». Une semaine passe, le directeur de casting ne m'a pas appelé. Je rappelle le directeur de casting et je lui dis « Oui, bonjour, ici Rim Kérissi, vous ne m'avez pas rappelé ». Il me dit « Ah là là, mais tout Paris me parle de vous !» Et je dis « Bah oui, mais parce que vous devez me recevoir ». Il me dit « Bon, bah alors, c'est après-demain, à 18h. » Il me donne un créneau comme ça, démerde-toi. Et je dis « Oh là là, casting et tout. Bon, alors, OSS 117, ça se passe dans les années 60. Je fais ma robe. Je fais ma robe années 60, donc je fais ma robe, machin, etc. Je vais acheter le tissu au marché Saint-Pierre et tout. Je me dis, il faut que j'envoie et que quand j'arrive, déjà, je sois le personnage. Je me suis trompée d'époque. Donc, j'avais ni la coiffure, ni la robe qu'il fallait. C'est vrai? Ouais, j'avais coiffure années 60, pas du tout années 70, robe années 60 qui arrive là, alors qu'années 70, c'est là. Je suis pas du tout le personnage. Ouais, c'est pas ça, ouais. La meuf, elle est vraiment à côté. Mais je passe les essais et j'ai conscience quand même que je reste assez longtemps. Et je me dis, si je reste aussi longtemps, c'est qu'il y a peut-être des chances que quand même je sois pas complètement pourrie. Parce que j'ai jamais passé de casting de ma vie. Mais il te donne la scène à faire quand même? Ouais, il me donne la scène à faire, je la prends, je note rien sur la main, c'est bon, je connais mon texte. Et je crois que je suis pas mauvaise. Enfin, oui, parce que j'ai été choisie, tu vois. Et finalement, 1 mois et demi plus tard, Michel Hazanavicius me rappelle en me disant que j'ai le rôle. Et c'est très choquant. Parce qu'en fait, tu dis, oh là là, quelle chance, j'y suis vraiment. Il va pas y avoir une merde de dernière minute, je vais pas être remplacée par quelqu'un d'autre. Tu vois, jusqu'à la fin, j'avais peur. Jusqu'au tournage. Ouais, j'avais peur d'être décommandée parce que j'avais entendu des histoires comme ça, de gens qui avaient eu les rôles. Plein. Donc je me suis dit, même coupé au montage. Ou coupé au montage, enfin tu vois, mais je savais pas encore ce que c'était qu'un montage. Mais je me suis dit, tant que je suis pas sur le set, sur le plateau de tournage, faut pas s'emballer. Et sur le plateau de tournage, je me dis, Rim, on va t'équiper du micro, tu vas avoir peur. J'ai repensé à ce blackout que j'ai eu. T'as jamais tourné au cinéma, t'as jamais fait de théâtre, rien, tu vas avoir peur. Et ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de cinéma. Donc j'arrive dans ma loge, il y a mon costume de Carlotta, qui est le personnage que j'interprète. On m'équipe, on me maquille, et je me dis, je vais avoir peur. Et là, j'enfile ce que font toutes les actrices, le peignoir. Et je suis accompagnée par un assistant qui tient une ombrelle. Et je traverse un hôtel au Brésil, et je te jure, je me la raconte. Et je marche comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être déjà dans le film. Et en fait, peu à peu, j'y crois. J'y crois au fait que je suis une actrice charismatique, que ce rôle, je le mérite et tout. Et j'arrive, ma première scène, elle est avec Jean Dujardin. J'arrive, et en plus, c'est une scène où je suis vraiment quasiment au-dessus de lui et je l'éclabousse. Et écoute, j'ai assuré ma scène. Et je me rappelle, ce jour-là, il y avait les producteurs, il y avait le journaliste de l'Express, et tout le monde avait dit « Ah putain, la petite, pas mal !» Et moi, j'étais là. Je sais pas si je vais réussir à le refaire parce que il y a eu comme un truc de miracle, quoi. Normalement, j'aurais dû bafouiller, j'aurais dû stresser, j'aurais dû... Tu vois, il aurait dû se passer quelque chose. Bien sûr, la première fois, t'es pas dedans, t'es pas chaude. Et puis, rappelle-toi que j'étais traumatisée par ce qui s'était passé au Grand Journal, parce que j'avais oublié mon texte. Donc, j'avais encore ce trauma, c'était il y a pas si longtemps. C'est ta première scène de ciné? Ouais. Avec Jean Dujardin? Ouais. Dans OSS? Ouais. C'est énorme. Mais non, mais j'ai une très belle étoile. Au Brésil. Au Brésil. Et ce tournage, ça a été une révélation. Je me suis dit, en fait, je crois que je suis presque à ma place. Parce qu'on n'est jamais légitime. Ouais, t'as le syndrome de l'imposteur. La plupart des comédiens, surtout. au début, ils se retrouvent un peu là. Et puis, tu vois, il y avait aussi ce truc où c'était le rêve de Philippe, c'était pas le mien. Donc, comment c'est pas normal que ça soit moi qui arrive avant Philippe. Tu vois, donc je me dis, bon, voilà, t'emballes pas. Et en même temps, et si mon destin, c'était ça? Et si mon destin, c'était d'avoir galéré gamine et puis d'avoir une sublime vie adulte? Ça va te servir pour la suite de ta carrière? Ce moment dans OSS, cette scène un peu réussie ou pas plus que ça finalement? Les deux. En fait, le film étant un film quasi incontournable parce que c'est une suite. Incroyable, ce film. Il est extraordinaire. Du coup, je suis quand même estampillée bimbo parce que le personnage de Carlotta, c'est une nana qui a des gros seins, qui est en maillot de bain, qui est une séductrice. Et hélas, certains directeurs de casting ou réalisateurs manquent de souplesse ou d'imagination pour t'imaginer dans d'autres rôles. Donc derrière, je fais Fatal Bazooka, qui est le rôle d'une animatrice télé qui a oublié son cerveau, que j'ai adoré faire. Adoré faire. Et là, j'ai passé un casting aussi avec Michael. Et j'ai fait de l'impro. Et en fait, j'étais pas loin du personnage, parce que plus jeune, j'avais fait Fun TV, et j'avais été cette animatrice qui n'avait pas de cerveau. En tout cas, qui pouvait jouer à pas avoir de cerveau. Et donc, du coup, j'étais très à l'aise avec Michael, qui est Tu le connais? Oui, un petit peu.
Mais il est super. Il aime son travail à fond. Il bosse beaucoup. Hein. Il bosse beaucoup et du coup, il est très reconnaissant des gros travailleurs. Et on s'est très bien entendu. Je me suis hyper bien entendue avec lui. Et à l'issue de Fatal Bazooka, il y a le producteur de Michael qui me voit en promo et qui me dit « Ah, t'as de la répartie, toi, est-ce que t'écris ?» Je dis « Oui, j'écris rien. Ça sera pas la première fois que je mens, tu vois. » Et il me dit « J'aimerais bien te lire. » Et j'appelle Philippe et je dis « Ah, vite, faut trouver une idée. Il y a la Goldman qui veut faire un film. Faut trouver une idée. » Parce qu'encore une fois, c'est le rêve de Philippe de faire du cinéma. On réfléchit avec Philippe, on trouve pas. Et puis, je suis invitée au Festival de films de Tunisie, parce que je suis d'origine tunisienne. Et je me rappelle d'un mec à l'aéroport qui me bouscule. Et je sais, moi, dans ma tête, en fait, je sais qu'il faut que je trouve une idée un peu communautaire, parce que Alain Goldman venait de faire La Rafle. Je savais qu'il aimait bien quand même avoir des comédies un peu de fond aussi, tu vois. Et donc, je me fais bousculer à l'aéroport par un mec qui me parle en arabe et tout. Puis moi, je suis perchée sur mes talons. Et je me dis, ah là, heureusement que j'habite pas ici. Et d'un seul coup, ça tique. Qu'est-ce qui se passe quand une pépette comme moi est renvoyée dans son pays d'origine parce qu'elle n'avait pas les papiers? C'était complètement un sujet d'actualité. Il y avait plein de gens qui étaient renvoyés aux frontières. Et je me suis dit, ah, ça serait sympa de faire ça en comédie, tu vois. D'avoir une genre de nana d'apparence superficielle qui est quasiment plus raciste qu'un Français, qui a oublié ses origines et qui va devoir se retrouver au bled. Et j'en parle à Alain Goldman, qui me dit c'est pas mal, ouais. Et puis j'en parle au producteur d'OSS, qui me plante son regard bleu-azur dans les yeux et qui me dit ça m'intéresse. Et je lui dis ok, mais je veux le réaliser, je veux jouer le premier rôle. Il me dit ok, on verra. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ah, waouh, Ouais. ok. Et ça, c'est beaucoup plus tard, c'est en 2013, non? C'est en 2013. C'est ça, Fatal Bazooka, on tourne en 2010. Oui, c'est ça, c'est 3 ans, en fait. C'est ça. Et le temps d'écrire, de réaliser, c'est pas si qui long. sortent, c'est le lendemain. En vrai. Ouais, mais le cinéma, c'est lent, en vrai, Ouais. de base. À l'époque du Grand Journal, il y a une photo qui apparaît à l'image, là. Vous avez tous des couleurs différentes. Je m'excuse. C'est ta faute? Enfin, c'est ta faute, Ah, pardon. c'est clairement ma faute. C'est ton choix? Ah, c'est mon choix. Pourquoi vous êtes tous avec des couleurs fluo comme ça, Parce toute que la bande de filles? je trouvais ça hyper intelligent, hyper beau. Pardon, hein. Le style a évolué, c'est fou. En quelques années. Heureusement que chacun ait sa couleur, un peu comme Bioman, tu vois. Et les garçons, bonne patte, ils ont accepté de jouer à la poupée avec moi. Mais c'est grotesque, je le sais. Et je m'en excuse. Je m'excuse auprès des spectateurs, je m'excuse auprès de la bande à Fifi. J'ai eu mauvais goût, pardon. C'était pourquoi? Pour qu'on vous reconnaisse, tu voulais... Non, c'était mon délire. Je trouvais que c'était cool qu'on ait chacun notre couleur. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? J'étais jeune. Mais le pire, c'est que je suis arrivée auprès des garçons en disant hey, j'ai une super idée. Alors, on va chacun avoir notre couleur. Toi, Philippe, c'est bleu parce que t'as les yeux bleus. Toi, Juju... Et les gars, le pire, c'est que c'était OK. Voilà. Parce que je te dis, on n'avait pas de thunes, donc on n'avait pas de stylisme. Donc du coup, c'est moi qui m'occupais de ça aussi. C'est fou, mais en fait, quand tu vois même la différence de musique qu'il y avait à l'époque, c'était les Tribal King et tout, quand je regardais Ah oui. dans votre sketch, etc., machin qui arrive, ou façon sexe, c'est ça, non? Tribal King, c'est ça? Oui, c'est possible. Et tu vois comment ça a évolué, en fait, tout Mais ça. ça fait 20 ans, heureusement que les choses changent. Heureusement. Ça fait pas 20 ans? Ah bah la bande à Fifi, ça fait 20 ans, ouais. Ah ouais. Eh ouais, ça fait 20 ans. Ça va vite, hein. Ça va vite. Phrase de vieux. Phrase de vieux, là. Bam. Est-ce qu'il y a un moment, souvent dans la carrière des comédiens, ça revient, où tu t'es dit j'arrête tout, c'est trop compliqué? À chaque fin de film. Ah ouais? À chaque fin de film, le jour de la sortie, d'ailleurs, je vais le dire encore à la sortie de Chien et Chat, en fait, c'est infernal. C'est infernal d'avoir fait tout ce travail et après de se dire c'est le public qui décide, d'être critiqué par les critiques qui, en fait, de temps en temps regardent le film d'un œil ou arrivent déjà avec des préjugés. C'est super dur et c'est un métier hyper ingrat. Les gens te disent bonjour et le lendemain, ils peuvent ne pas te calculer. C'est trop difficile. Je pense que, de toute façon, je vais arrêter ce métier. Dès maintenant. Tout de suite. Non, ouais, tout le temps, je me le dis. T'as pris du recul par rapport à le fait d'être maman? Ouais. Est-ce que ça t'a changé? Le fait d'être maman, ça me permet de me dire que l'essentiel, c'est pas mon travail. Mais je me le dis pas tous les jours. Ah ouais. Ouais, je dois te l'avouer. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que j'ai décidé de faire, puisque je te l'ai dit, en fait, je suis pas assez présente pour mes enfants parce que je travaille trop. Je me dis, mon fils me voit pas assez, il s'est passé 4 ans sans qu'il me voie. Donc maintenant, de 18h à 20h, peu importe ce qui se passe, mon téléphone est sur silence, il est pas dans la même pièce que moi, et je m'occupe de mon fils. Ah, c'est vrai? Ouais.
Maintenant, c'est comme ça. Ah, tu sors le téléphone. Je sors le téléphone parce que je suis trop sollicitée, parce que oui, Rim pour le montage, oui, Rim pour la musique, oui, Rim, est-ce que tu peux valider ça? Ouais, Rim, est-ce que... C'est fini maintenant. Les gens peuvent attendre 2 heures. Donc, si tu m'as pas contacté avant 18h, tu me contacteras demain. Et ça m'arrive d'être en furie parce que j'ai vu que j'ai des appels en absence ultra importants, que j'ai merdé sur un truc. Bah, tant pis. Mon fils, de 18h à 20h, est la priorité. Ah ouais, putain, ouais. C'est fou. Ouais. Et t'arrives à vraiment le tenir tous les jours? Tous les jours. À part quand je suis en promo ou pas là, tu vois, ou en tournée. Mais quand je suis à la maison, je suis pas sur mon téléphone de 18h à 20h. Là, Chien et Chat, par exemple, un film comme ça, vous partez tourner, je crois que c'est une grosse partie au Canada. Ça dure combien de temps un tournage d'un film comme ça? Le tournage, ça va durer 35 jours, parce qu'il faut faire vite avec la neige. Il faut pas qu'elle fonde. Donc c'est un enjeu parce que normalement un film comme celui-ci c'est 70 jours de tournage, mais on n'a pas le temps. Mathématiquement on n'a pas le temps. Donc on fait 30 plans par jour, c'est éreintant, c'est beaucoup 30 plans par jour, des plans truqués avec des cascades, des effets spéciaux, des enfants, des animaux virtuels, c'est éreintant. Et il y a 1 mois de prépa sur place, c'est-à-dire 1 mois où tu vas repérer ton lieu de tournage, valider la diva mobile, donc déjà ça fait 2 mois et demi sans mon fils. Comment tu fais? Tu es à distance? Tu l'emmènes quand même? Tu peux pas du tout l'emmener pour le voir? Si, bien sûr. Il est venu pendant que j'étais en prépa et il est venu quand j'étais en tournage. Mon fils a suivi toutes les étapes de mon film. Donc c'est au moins le petit plus, c'est que j'ai pu lui apprendre en fait ce que c'était que fabriquer un film. Il m'a vu l'écrire, il m'a vu le préparer en storyboard, il m'a vu le mettre en scène, il m'a vu le monter. Donc lui, il sait pertinemment ce que c'est qu'un montage, par exemple, ou même, il est plus calé que certaines personnes du cinéma, pour te dire la vérité. Donc ça, c'est chouette. Il arrive sur le plateau, il me dit, ils sont où Chichi et Diva? Je lui montre les peluches, il me dit, mais non, les boudins verts, ils sont où? Enfin, il a vraiment cette notion-là. Mais quand je pars à 4h du matin et que je reviens à 20h, bah après, il veut être avec moi et je peux pas lui donner ça. Et parce qu'en plus, il faut que je prépare ma journée du lendemain. Donc, du coup, c'est très douloureux. Ouais. Il y a des fois où tu étais sur le plateau et tu t'es dit, là, c'est dur, il me manque, etc. Machin. Il me manque pas sur le plateau parce que je suis trop focale sur le... Ah, c'est vrai? J'ai même pas le temps d'aller pisser. Ah, je vais te raconter une anecdote qui va te plaire. Je vais te raconter une anecdote qui va te plaire parce que je sais que vous aimez les anecdotes et celle-ci, je ne l'ai pas racontée. C'est un média de récit, alors on aime bien entendre des gens qui racontent des je vais choses, te raconter un truc. Troisième jour de tournage par moins 27 degrés. J'ai toute mon équipe, on a froid. On a froid et toutes les minutes de soleil sont vraiment précieuses et j'ai une envie de pisser, mais de ouf. Mais je peux pas pisser, je peux pas lâcher mon équipe, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, je vois qu'il y a un changement de caméra, etc. Je me dis, bon, ok, je vais aller pisser, il fait moins 27. Hein. Et on est dans les Algeco, tu sais, les toilettes de chantier, merci. Et donc, vas-y, je me dépêche, je vais dans l'Algeco. Ah, putain, il fait 5 degrés, il fait chaud, je suis trop contente. Je suis trop contente, je suis dans l'Algeco, etc. Et donc, on fait l'oignon pour pas avoir froid. Tu mets beaucoup de couches sur toi. Donc, j'enlève ma doudoune, j'enlève ma combi, j'enlève mon collant, j'enlève mon deuxième collant, je me pose, je pisse. Putain, j'ai oublié d'enlever ma culotte. Et donc, du coup, j'ai pissé sur moi avec ma culotte et je me suis retrouvée à devoir enlever donc toutes mes couches, mes chaussettes, mes machins. Ah, pour enlever la culotte. Pour enlever la culotte et mettre donc ma culotte dans mon manteau et terminer ma journée de tournage à donner des directions de ouf sur un film à 21 millions avec une culotte dans la poche. Voilà. Voilà ce que c'est que le métier de réal. Donc, t'as pas le temps d'aller pisser. C'est des journées de maboule, vraiment. Ah, non, c'est des journées. Et puis en hiver, c'est-à-dire que le soleil se couche tellement tôt que t'as très peu de jours. Donc, tu commences à 8h, tu termines à 16h. T'as obligatoirement 1 heure de pause pour manger, sans compter qu'au Canada, il y a les pauses syndicales. Qu'est-ce que c'est les pauses syndicales? C'est toutes les heures, ils ont 1/4 d'heure de pause. Donc, t'es là, et t'as quelqu'un qui dit « coupez ». Et là, pardon? Pause syndicale. C'est quoi la pause syndicale? Tu comprends pas-tu? C'est l'eau où maintenant tu prends une collation pour te réchauffer. Et là, en fait, nous en France, on mange à la va-vite sur le truc de régie comme ça pendant que les gens tournent. Là, tout le monde s'arrête et on mange. C'est plus à la ricaine. Ah, c'est hyper syndicalisé. C'est ça, c'est les règles. Et donc t'attends. Et de temps en temps, nous, ça nous est arrivé, on tourne une scène. Et il y a la coupure déjeuner à 13h. Pas 13h02, pas 13h03, pas 13h15. 13h.
On n'a pas terminé la scène, j'ai juste besoin de mon contre-champ. Faut demander la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est que tout le monde vote. Mais non, je te crois Je pas. t'assure que c'est vrai. Dans une urne. Donc déjà, ça prend un temps Mais pas non. possible. Ah, T'as le temps de perdre ton émotion, de perdre le soleil. Tout le monde vote dans juste une pour urne un... pour savoir si t'as le droit à 15 minutes. Mais t'as déjà perdu les 15 minutes. 15 minutes pour tourner. Et puis, entre-temps, eh ben, t'as eu la tempête de neige et tu peux pas tourner. Donc t'as demandé la grâce et t'as le droit de la demander qu'une fois toutes les 2 semaines. Mais non. Et elle a servi à rien. Voilà. Et Ah, après... les règles, t'es obligé de respecter les règles du pays. Tu respectes les règles du pays et, par exemple, pour l'heure du déjeuner, l'heure compte à partir du moment où le dernier est assis. Mais je te crois pas. Donc, c'est numéro. Donc, tu vois, le gars qui est parti pisser ou Ça qui est me un peu rendrait fou. constipé ou un truc comme ça, bah, à cause de lui, on se prend 15 minutes dans la gueule. Parce que t'as un gars qui arrive tranquille. Ouais. Ah, là, Et là. imagine, moi, comment je suis, mais comme une ouf. J'ai 30 plans à rentrer, il fait moins 27 degrés, j'ai pas de temps de soleil, et puis on me demande la grâce ou les... Je deviens dingue. T'arrives à profiter quand même sur le tournage où en fait finalement c'est un peu comme un mariage. Tu bosses pendant 1 an dessus et finalement t'as le temps de voir personne. Qu'est t'es 1 an, stressé. 5 ans. Non, je parle d'un mariage. Souvent Ah. c'est après 1 an, on va dire une moyenne, tu vois. Ouais. Et j'ai plein de copains qui sont mariés qui m'ont dit j'ai même pas pu Ah ouais, profiter. non, faut j'ai pas rien se marier, vu. de toute façon. Moi, je suis contre le mariage. Non, tu profites... Alors, je profite pour 2 choses, on va dire. La première, c'est que je sais que mon rêve est en train de se réaliser et que je repars pas avec rien. Bon, vous, les mariés, vous repartez avec la mariée, mais bon, vous l'aviez déjà avant, tu vois. Moi, je repars avec des images en boîte. Donc ça, c'est galvanisant de se dire qu'à l'instant où on tourne, tout ça, ça reste à l'écran. Ça va être des images qui vont être tournées... Ouais, des souvenirs. et puis qui vont normalement être un peu immortels. C'est-à-dire qu'après moi, quand je vais partir, je veux dire, dans l'au-delà, le film y restera. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, en tant que réalisatrice, je crois que t'as pas trop de kiff parce que t'as beaucoup de pression et que t'es pas un peu en délire comme quand t'es acteur, à faire une vanne, à participer avec le HMC. T'as trop de plans dans la tête, trop de stress pour ça. Oui, t'as pas le temps d'avoir vraiment des fous rires sur un tournage Non. comme ça. Ou Non. Une fois, sur Chien et Chat, je me suis lâchée 1 seconde à vouloir montrer à Franck et Philippe une prise qui était trop cool, tu sais, où Philippe, en fait, tire Franck et qui se prend des bites. Il y avait un super beau flair, elle était magnifique, et donc j'ai juste voulu montrer le playback au comédien. Ça dure pas longtemps, hein. Et ben, le temps que je monte le playback au comédien, le soleil s'était couché, j'ai pas pu terminer. Ça se joue à ça, tu vois. Ouais. Ça se joue à... Tu n'as pas 2 minutes. Et donc, j'ai dû faire un retake le lendemain, mais pas au même endroit. Donc, vous, le spectateur, vous le voyez pas. Ah, c'est vrai, t'as dû tourner à un autre endroit? Bah oui, j'ai perdu 2 minutes. Et ces 2 minutes-là, le soleil était plus là. Est-ce que c'est plus dur à tourner quand il n'y a rien en face, vraiment? Est-ce que, en tant qu'acteur, en tant que comédien, comédienne, je ne même pas de la réal, mais est-ce que c'est plus dur d'avoir de l'émotion quand tu regardes rien? Ou tu arrives à faire quand même semblant? Quand tu dis quand tu regardes rien, tu parles de Franck. C'est plus dur et plus facile parce que du coup, t'as pas la contrainte d'un chien qui n'écoute rien ou d'un chat qui écoute rien, ou du coup, tu dois essayer de jouer avec quelqu'un qui part hors du décor, qui revient dans le décor, qui aboie. C'est plus carré, mais il y a rien. Tu remercies Stéphane Rousseau à la fin dans le générique. Il t'a aidé, parce que vu qu'il est canadien, etc. Stéphane m'a offert Diva. J'ai été en couple avec Stéphane Rousseau. J'ai vécu donc au Canada avec lui et c'est comme ça que j'ai découvert les paysages enneigés des Laurentides, les lacs gelés. La scène du lac gelé, j'étais avec Stéphane à l'arrière d'une motoneige et je me rappelle avoir traversé un lac, mais c'était aussi grand que les Champs-Élysées. Et je me dis, avec rien, l'horizon à perte de vue, et je me suis dit, mais il faut que je vienne filmer ces images un jour ici pour les ramener en France. Donc je remercie Stéphane pour m'avoir fait découvrir le Canada en hiver, et aussi parce que c'est lui qui m'a offert Diva. Il t'a offert ta chatte? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est lui qui t'a offert? Ouais, je voulais un Maine Coon et il m'a offert Diva. Il est comment, Franck Dubosc, dans les cascades du film? Il est volontaire. Philippe fait ses cascades aussi ou pas? Tellement pas. Alors, Non. on va remettre les choses dans leur contexte. Franck est volontaire, il fait ses cascades, elles sont pourries, c'est pas grave. Elles sont... mais toutes pétées. Je me rappelle d'une scène qui est un très bon souvenir de tournage. On est en intérieur, déjà, ça change. On est donc dans une température confortable. Et Franck doit sauter d'une fenêtre qui fait pas 1 mètre. Hein. Et comme c'est censé être un gentleman de cambrioleur et tout, je lui dis, ouais, c'est bien si quand tu sautes, tu fais une roulade et t'atterris sur les jambes. Il dit, ah, non, mais moi, je l'ai fait mes cascades. Et il fait un truc,
naze. Mais t'avais pris au cas où Ah, il y avait un cascadeur pour lui. Il dit non, je l'ai fait ma cascade. Je l'ai fait. Et donc il fait sa cascade naze. Je dis écoute, tu sais quoi Franck, on va te remplacer, on va faire pour pas que tu. Non, je la fais. Ok, est-ce que tu peux la faire mieux? Et il me dit oui, bien sûr. Et c'était de pire en pire. Et à la fin, parce qu'on est encore une fois minuté par le temps, comme voilà, il ne voulait pas se faire remplacer, on a coupé quoi. C'est vrai? Ah bah oui, c'était très mauvais. Mais Philippe Lachaud, lui, donc, ne fait pas ses cascades, soi-disant parce qu'il veut laisser aux cascadeurs leur métier. Mais à un moment donné, tu vois, on est sur le toit de l'immeuble, là où en fait il repère le chien très en haut. Me dit pas, oui, je sais, c'est dans la bande-annonce. Et donc, il est sur le toit de l'immeuble et si tu veux, ma caméra, elle est là. Et il y a vraiment un vrai balcon, donc il peut avancer même si on est très haut. Et je lui ai dit, Philippe, est-ce que tu peux avancer d'un mètre pour que je puisse avoir ton profil? Et Philippe, il fait ça. Je lui dis, non mais Philippe, avance vraiment. Ah ouais, ok. Allez, hop. Cascadeur, on se débauche. Le mec voulait pas avancer de 10 cm, quoi. Bon, voilà. Tu montres vachement de jeunes accro à leur téléphone et tout dans le film. Tu vas interdire à tes enfants, tu vas faire attention à ça. Oh, j'aimerais tellement que ça soit plus à la mode. Bah, ça sera toujours à la mode. Ah, je te jure, en fait, ça me déprime les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un média de mensonges, en gros. Elles se font passer pour riches alors qu'elles ne le sont pas, se font passer pour heureuses alors qu'elles ne le sont pas. Les couples nous racontent de la merde sur leur voyage juste parce qu'ils sont sponsorisés. En fait, on éduque nos enfants à tout ce qui est factice. Et ça me fait mais vraiment profondément de la peine. Et ça me fait de la peine, même si j'ai de la tendresse pour les gens qui véhiculent ça, parce que je pense qu'ils y croient pas, ils sont bien au courant que c'est du pipeau. Donc ça sert personne, ça ne sert personne. À part eux de temps en temps, parce qu'ils gagnent de l'oseille, peut-être. Et j'ai rien à dire là-dessus, mais en tout cas, oui, j'ai pas du tout envie que mon fils... soit sur les téléphones, ouais. etc. Moi, je dis à mon fils, quand il me dit je m'ennuie, je lui dis mais t'as une chance de t'ennuyer. Ennuie-toi, c'est comme ça que tu vas pouvoir raconter des histoires, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer ton imagination. Dessine, fais parler des personnages, ennuie-toi, c'est un luxe de pouvoir s'ennuyer. Tu sais que la vérité, c'est que l'arrivée du téléphone dans les années 80, fin 90 et tout, Ouais. t'as connu comme moi, bah en fait, en vérité, on y est de plus en plus. Et pas de moins en moins, tu vois, c'est de plus en plus à la mode. Maintenant, j'en ai tout le temps sur notre téléphone. Ouais, mais ça va passer. Bah regarde l'Huminitel, c'est bien passé. Oui, mais parce qu'il y a eu autre chose. Mais tu sais, c'est vraiment... Moi, j'aime mes enfants plus que tout, mais c'est le seul truc où je peux comprendre que certains disent « je veux pas faire d'enfants parce que je sais pas ce que je vais leur laisser. Quel monde je vais leur laisser ?» Ah, c'est vrai? Moi, j'aimerais bien que mon fils rencontre sa nana sans qu'il l'ait choisie sur un magazine comme ça, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment une rencontre où il va rencontrer une nana avec un coup de foudre, qu'il ne sache pas qui elle est, qu'il n'ait pas à la stocker, qu'il la découvre réellement. T'as déjà essayé les oui. applications de rencontre pour voir, parce que même pour Ouais. rigoler un soir, t'es avec des copines et tout, et Ouais. alors? Bah, c'est hyper cool parce que tu as un catalogue et que tu as un accès direct et donc c'est facile, tu es dans ton plumard, pas maquillé, finalement tu peux séduire, machin. Mais je crois que moi j'adorerais, en tout cas, revivre un coup de foudre. J'adorerais, tu sais, avoir le cœur qui bat et puis sentir que c'est peut-être un peu réciproque, mais comment faire pour lui parler et puis laisser ça au hasard, quoi. Comment lui passer les messages à l'époque, Ouais. à l'école et tout, il y a des mots. Non, mais c'est fini. Tu vois, moi, je me rappelle d'un voisin qui me faisait passer, qui me jetait des papiers dans la cour pour que j'aille les chercher. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Ah ouais, moi, oui, moi, j'en suis sûre. C'est vrai? Moi, j'aime plusieurs personnes en même temps. Non, mais je parle pas enfant. Non, mari. ouais. Ça veut Ah pas oui. dire que je suis polygame, mais... Non, ou polyamoureuse. mais Polygame, c'est en couple avec plusieurs personnes. Et mais ouais, polyamoureuse, bien sûr. Est-ce qu'on peut être amoureux, un vrai amour sincère pour plusieurs personnes? Après, je crois plutôt à l'amour platonique, parce que je crois qu'on s'interdit quand même. Et puis, il faut respecter quand même notre conjoint. Si on est dans un rapport exclusif, ça se fait pas trop d'entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. C'est arrivé à tout le monde d'être en couple et d'avoir un coup de cœur. C'est à tous les êtres humains. mais moi, je trouve ça... Sinon, c'est des menteurs. Et alors, du coup, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des œillères parce que tu protèges ton couple et tes enfants. Tu te dis... Qu'est-ce que tu fais? Vraiment, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai eu des discussions déjà avec des amis là-dessus. Des grandes discussions de soirée. Ouais. Je me disais, attends, qu'est-ce qu'il faut faire pour être épanoui
ne pas passer à côté de choses et le regretter plus tard, mais en construisant quelque chose de sain. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Fonder une famille, c'est compliqué. Hein, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Moi, je te dis la vérité, mais je sais pas, ce que je te dis aujourd'hui, je sais pas si c'est ce que je ferais demain. Exactement. Mais j'aurais une énorme culpabilité par rapport à mes enfants. Quand j'étais pas en couple, mariée, bon, bah, si je tombais amoureuse d'un autre gars, je quittais l'ancien et puis je me mettais en couple avec le nouveau. Bon, voilà, tu vois, je faisais pas trop de mal. Là, c'est quand même costaud quand t'es maman, avec des enfants, que papa est sacralisé. C'est pas la même chose. Hein. De faire souffrir la famille. Mais en même temps, mais c'est pour ça que j'ai pas de réponse. Si tu tombes vraiment amoureux de quelqu'un, est-ce que ton enfant, tu dois te mentir à ta famille, mentir à ton mari ? Est-ce qu'il faut pas qu'ils aient une mère épanouie, plus heureuse, et en même temps, toi, t'as vécu avec des parents divorcés, tu sais comment ça fait mal, et tu dis, est-ce que t'as envie de donner ça comme vie à tes enfants ? Alors tu veux que je te dise un truc ? Alors moi, comme j'ai vécu avec des parents divorcés, et que mes parents se sont séparés avant ma naissance, j'ai pas vécu la rupture. Ah oui, toi, t'as pas connu tes parents. Et donc, du coup, je suis ravie de pas avoir vécu avec mon père et ma mère ensemble, parce que déjà, ils avaient clairement rien à faire ensemble. Et ça m'a permis de vivre dans deux univers diamétralement opposés, et du coup, d'être un vrai caméléon aujourd'hui. J'ai une éducation très riche, parce que j'arrive à me mélanger avec toute personne aussi chelou qu'elle puisse être, parce que mes parents étaient chelous, mais avec des codes très différents, comme je te dis, tu vois, que ce soit social, éthique, culturel. Donc, je suis pour le divorce. C'est vrai ? Ouais. T'as dit tout à l'heure un truc, t'as dit, je suis pas pour le mariage. Ouais. C'est vrai ? T'as jamais rêvé d'être une princesse à ton mariage, comme toutes les petites filles ? Non, parce que grâce à ce métier. J'ai la chance de faire des tapis rouges, de mettre les plus belles robes, d'être coiffée, d'être... Oui, t'as ces moments de princesse. J'ai ces moments de princesse. Je sais que les mariages, ça coûte super cher aussi. Et je me dis, putain, pour accueillir des gens vite fait... Une journée ou deux. Une journée ou deux, de temps en temps, t'en as la moitié que t'aimes pas trop, que t'accueilles par principe. Si je devais me marier avec quelqu'un, je pense que ça serait pour célébrer mon amour au bout de 20 ans, par exemple. Ah, c'est marrant, j'ai la même... Alors ça, c'est rare, c'est la première fois que j'entends. Bon, ben alors voilà un point commun qu'on a tous les deux. On l'a trouvé, en fin d'émission. Non, mais avec les enfants. Voilà, avec les enfants. Et vivre un truc avec les enfants. Et peut-être inviter 10 couples d'amis dans un lieu superbe avec un orchestre et tout, et faire un super mariage où on se savoure chacun pendant une semaine, tu vois. Ouais. Mais le délire, une journée, tu claques tout ton oseille, t'es stressé, est-ce qu'il pleut pas, est-ce qu'un tel va venir, et l'étape de mariage, tout ça, non. Ouais, c'est du stress pour une fête, finalement, c'est une fête. Ouais. Dans une interview, tu racontes un truc, tu dis, ouais, moi, je suis trop contrôle fric. Je suis trop contrôle fric. Contrôle fric, c'est quelqu'un qui ose pas trop dire, qui fait attention, qui lâche pas. Ouais. C'est dans la vie de tous les jours, tu veux dire, au boulot ou dans les interviews? Non, bah non. Non, mais en vrai, tu parles normalement, mais non, moi, en fait, je t'ai pas trouvé trop contrôle fric. Non, je suis contrôle fric au taf, parce que je suis très précise, très pointilleuse, et puis en plus, quand tu fais de l'animation, tu vois, tu dois vraiment tout contrôler. J'aime bien contrôler mes décors, contrôler la coiffure, contrôler la lumière, en fait, la DA à mort. Et à la maison, je suis obligée de contrôler, parce que mon mec... il est très détente. Tu sors pas du tout avec un profil comme toi? Ah bah, heureusement. Sinon, je pense que la maison serait explosée. Ça dessus. Ah ouais. Non, donc mon mec est très détente, tu vois, et mes enfants n'écoutent rien. Donc du coup, il faut que je contrôle. Et donc mon fils, les horaires sont minutés pour que j'essaye de lui inculquer une rigueur. Et voilà. Mais avec mes copines, je suis pas contrôle fric. Dans mes repas, je suis pas contrôle fric. Non, juste dans le travail, je dirais. T'as déjà fait du mal à quelqu'un à cause de ça? Ou tu t'es dit, ouais, là, je suis un peu trop fort? Jamais. Jamais? Non. Tu sais, quand t'es trop au boulot, trop carré et tout. Non, parce que je préviens tout de suite. Déjà, je dis, je vous préviens, je suis folle. Et donc, voilà. Nous, on l'a vu en 1 heure d'émission. Voilà. Non, mais je le dis, je dis, voilà, je suis désolée, je suis folle, je mets beaucoup d'amour dans mon travail, donc je peux parler très vite. Et évidemment, en fait, je connais le projet 100 fois mieux que vous, parce que ça fait 7 ans que je suis dessus, donc je vais aller vite. N'ayez pas peur, si vous me sentez de temps en temps impatiente. C'est quoi? Souvent, alors ça, on le dit. Parce que je suis capable, moi, de donner un timecode sur la bobine 3, par exemple. Ah ouais? Oui. D'accord. Ou de dire, alors c'est le plan 73. Le monteur qui débarque, tu vois, il comprend pas. Et puis, je suis plan 73, bobine 3. Voilà. Ouais, ça fait... OK. Est-ce que tu as déjà eu un échec? C'est intéressant, ça. On aime bien aborder le sujet, comme dans beaucoup de podcasts, même américains. C'est un vrai sujet de débat. Quelle erreur tu as déjà faite en tant que réalisatrice, où tu t'es dit, tiens, là, ça, c'était une erreur, je le referai plus, où tu as appris quelque chose? Non, je vais te raconter la plus grosse erreur que j'ai faite en tant qu'actrice et amie, c'est de refuser babysitting.
J'ai déconné, mais tu peux pas savoir. Philippe et moi, on est donc amis depuis 20 ans. Et on fait la bande à Fifi ensemble, donc le Grand Journal, le Splendide. Je tourne au SS, je fais mon film. Et Philippe va faire Babysitting. Et à chaque fois, je trouvais que Philippe, il m'écrivait pas des rôles assez intéressants. C'était la meuf, tu vois, et qu'il n'y avait pas assez de choses à jouer. Et je lis Babysitting et je lui dis, ouais, non, mais j'en ai marre de faire la meuf. C'était pour jouer le rôle d'Alice David. J'en ai marre de jouer la meuf, tu m'écris un rôle à la hauteur et tout. Et puis bon, bah, il fait ce qu'il peut, tu vois, mais c'est pas suffisant pour moi. Et puis, je sais pas pourquoi, ce jour-là, je suis soupolée. Ce qui pouvait m'arriver avec Philippe, parce qu'on a un rapport tellement d'amis que tu prends pas des pincettes avec les amis, tu vois. Et je lui dis, je le fais pas ton film, je vais pas me griller pour toi. J'ose dire ça à Philippe. Hein. Et en fait, déjà, je ne pense pas du tout ce que je dis. Mais je suis soupolée comme une drama queen, tu vois, qui dit les trucs, qui les pense pas, mais je le ferai pas ton film, machin, etc. Et Philippe le prend vraiment au sérieux. Puis moi, je continue à faire ma life. Je le fais son film, tu vois. Et on est à 3 semaines du tournage, donc Philippe, il flippe. Il engage Alice David. Moi, je lui parle pas pendant 2 jours. Ça lui fera les pieds, qu'il m'écrive pas un rôle à la hauteur. Puis 2 jours après, tu vois, je dis, bon, alors ? Il me dit quoi alors? Je sais bon, t'as réécrit? Il me dit mais je t'ai remplacé, tu le fais pas le film, tu m'as dit que tu le faisais pas. Hein? Comment ça je le fais pas? Mais bien sûr je le fais. Il me dit bah non, tu le fais pas, non. Et je dis mais bien sûr je le fais, ça veut dire quoi je le fais pas? Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Comment ça je le fais pas le film? Il me dit bah là, les producteurs ils m'ont dit de choisir une autre actrice, j'ai choisi Alice David. Je dis mais tu la vires? C'est moi, on s'est pris 10 ans de bide et maintenant qu'il faut travailler ensemble, on le fait pas? Il me dit Rim, je peux pas. Universal est au courant, maintenant c'est trop tard. Et je te promets, je n'y crois pas. Je me dis, mais attends, j'ai tous mes potes avec qui je travaille depuis 10 piges, où on s'est pris les pires bides, où on a été payé des misères. Attention, j'ai appris énormément, mais c'est-à-dire qu'au moment où il fallait s'envoler, moi je suis restée sur le quai, quoi. Et je les ai vus partir comme ça. Et je me dis, non mais, le cauchemar, ça va s'arrêter. Évidemment, le film était extraordinaire. Moi, j'étais ultra heureuse pour Philippe, mais ça n'a fait que mais appuyer de plus en plus fort chaque interview, chaque bande-annonce, chaque tout. J'étais aux premières loges parce que Philippe, c'est mon meilleur ami et donc je lui voulais du succès et je lui voudrais la plus belle vie toute la vie, tu vois. Mais ça m'a ramené à voilà ce que tu as fait en étant la plus grosse conne de la Terre. Et encore aujourd'hui, on en parle avec Philippe et encore aujourd'hui, je suis traumatisée de ce jour où j'ai été soupolée. Et aujourd'hui, depuis ce jour-là, quand j'ai un coup de sang, je ne prends plus mon téléphone pour dire ce que je pense. Je jette mon téléphone en dehors d'une pièce et je vais faire autre chose. Après, je reviens. Si je suis toujours pas calmée, j'écris le texto. Je ne l'envoie pas. C'est vrai? Je ne l'envoie pas. Tu le fais en plusieurs étapes. Je ne l'envoie pas. Je garde mon venin. Je l'envoie pas. C'est l'italienne qui prend Ah ouais. plus. Ah non, je l'envoie pas. Je repars. Et puis après, je relis mon texto et je me dis, meuf, t'es complètement tarée. Dis les choses, mais mets des formes. Dis je pense que et pas tu crois pas. Tu vois? Et donc maintenant, depuis Babysitting, j'ai appris à contenir mes émotions et mon côté sanguin. Parce que ça m'a coûté l'aventure de ma vie. Ouais, c'est ça. En fait, le film avec ta bande de potes, etc. La bande de potes. Et puis en plus, ça a été un effet cascade, parce que du coup, j'ai pas pu faire Babysitting 2 pour des raisons, c'est trop long après. Mais si tu veux, je n'ai pu reprendre le train de la bande à Fifi réellement qu'en intégrant 30 jours max. Donc 10 ans après. Ouais. Et pendant 10 ans, j'ai vu mes potes s'éclater sans moi. Mais on était toujours proches, tu vois. Mais il y avait toujours ce truc où j'avais pas envie de faire un rôle figuratif parce que j'allais être en fait infecte sur le tournage, tu vois. Tu te retrouves, enfin, t'as pas envie de ça. Donc j'avais envie, si je venais, c'était pour servir le film, pour être bonne, pour être de bonne composition et pas être genre, j'ai pas le premier rôle. Non, il fallait que je sois... Donc j'avais envie d'avoir des rôles cool. Tarek a été le premier à me donner un rôle cool. Et puis après, Philippe a embrayé et les choses se sont remises dans les rails. Waouh. Mais en tout cas, ça a été un trauma dans ma carrière. Je pense que ça a été un virage dans ma carrière. Parce que si j'avais fait Babysitting, j'aurais fait donc tous les autres films de la bande, Alibi, tout ça. Et du coup, j'aurais été dans une zone de confort où j'aurais pas fait Chien et Chat. Tu vois, parce que là, il y a un endroit où j'ai dû me servir à chaque fois moi-même
de choses qui étaient à la hauteur de mes espérances, tu vois. Et comme je pouvais plus attendre après Philippe, bah, il fallait que je fasse quelque chose qui me faisait kiffer. Oui, t'es obligé. Mais il y en a beaucoup des gens qui ont refusé des rôles. C'est Daniel Auteuil, non? C'est ça, dans Intouchable. Dans Intouchable. Vanessa Paradis, Amélie Poulain. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait Vanessa. Ouais, il y en a plein qui ont fait des choix, mais après, tu peux pas le savoir. Et puis, toi, c'est encore différent. Non, mais moi, en plus, c'est encore autre chose. Et puis moi, c'est l'affect, en fait. J'ai été merdeuse. Je m'en suis voulu. Et puis encore aujourd'hui, tu vois, quand j'en parle de temps en temps, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. C'est pas bien, tu vois, d'avoir dit à ton pote depuis 10 ans « Ah non, mais je vais pas me griller pour toi. » Mais ça va pas la tête. Mais je sais que je le pensais pas, mais ça ne se fait pas. Ouais, bien sûr. Mais il y avait beaucoup d'immaturité là-dedans, tu vois. Oui, après tu grandis, tu te rends compte. Ouais. Il t'en a jamais voulu? Philippe, c'est pas un rancunier, mais je pense que je lui ai fait mal. Ça fait mal de se faire trahir et d'entendre sa pote qui dit « Je vais pas me faire griller pour toi. » Je sais pas comment j'ai pu faire ça, tu vois. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé un rôle très bizarre où tu t'es dit vraiment, t'as reçu le scénario et tu t'es dit « C'est quoi ce truc sans le citer et tout ça, évidemment, on s'en fiche, c'est pas le but, mais est-ce que parfois, en tant qu'actrice, comédienne, tu reçois des scénars où tu te dis oh, « C'est quand même bizarre ce truc », non? Non. T'as jamais eu ça, non? Non, j'ai pas eu de rôle un peu, tu vois... Non, j'ai pas eu de... J'ai eu des mauvais scénarios, mais j'ai pas eu de trucs chelous, non. Tu dis un truc, tu dis que tu as de la nostalgie par rapport à tes débuts et qu'il y a beaucoup moins d'insouciance qu'avant. C'est-à-dire que tu fais beaucoup plus attention maintenant à ce que tu vas faire comme choix, tu vas beaucoup plus calculer ce que tu vas dire dans les interviews, tu fais plus attention qu'au départ. Quand on était petit, parce que finalement c'était il y a 20 ans avec la bande à Fifi, on venait de rien, donc on n'avait vraiment rien à perdre. Et on n'avait pas de personnes autour de nous qui étaient du métier. Donc en fait, on ne savait même pas qu'il fallait parler comme ça, qu'il fallait s'habiller comme ça. Tu vois, on était super naturels. Et on avait un... Tout pouvait encore nous arriver et c'était chouette. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on est arrivé à nos rêves, littéralement. Mais on a une énorme pression. Déjà des critiques, du regard de l'autre, de planter les films... de l'image à mort, tu vois. C'est moins léger. Et puis, ouais, j'ai une vraie nostalgie. Je trouve que, en fait, je sais pas comment te dire, on avait tout à apprendre. Et c'est pas mal aussi d'avoir encore tout à apprendre. Et puis surtout, tu sais quoi, quand t'as rien, le moindre petit truc est extraordinaire. Tu vois, je me rappelle par exemple de Nike qui nous avait offert une paire de baskets. Oh, mais on était les rois du monde. C'est aussi ça, en fait, connaître la misère, c'est se réjouir de rien. Et puis en plus, en bande. Et encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui est chouette. On était en tournée avec Philippe ce week-end. Pour le film, ouais. Pour le film, pour Chien et Chat. Et on est accueillis aujourd'hui très bien parce qu'on est connus et qu'on a connu le succès. Mais Philippe et moi, on est encore ces enfants qui, quand on rentre d'un hôtel, en l'occurrence, là, c'était le Negresco, on se dit, mais c'est dingue. C'est dingue qu'on dorme ici. C'est dingue que le patron de l'hôtel vienne nous dire bonjour. C'est dingue que, tu vois, enfin, c'est dingue qu'on ait un van qui vienne nous chercher, qu'on sort d'un van noir comme des rockstars. Enfin, tu vois, c'est dingue. On est quand même aussi hyper proche de la réalité et c'est parce qu'on est aussi... on n'a pas oublié d'où on venait et je pense qu'il ne faut surtout pas que ça nous arrive. Tu l'as jamais oublié? Après un premier succès, une première réalisation, est-ce que tu n'as pas une période, ça arrive à tout 99% des comédiens qui passent là, qui me disent « Ouais, j'ai peut-être oublié à un moment donné. » Ah non, alors déjà, parce que moi je ne considère pas que je suis arrivée au sommet de mes rêves. J'ai pas la notoriété de certaines personnalités que tu peux recevoir. Mais moi, j'oublie surtout pas la petite fille que j'étais. Je me rappelle, j'ai tourné un film avec Jean Reno qui s'appelle Mes Trésors. Et on a fait une lecture à New York. Quand j'étais petite... Parce qu'il habite là-bas, Jean Reno. Parce qu'il habite là-bas. Et quand j'étais petite, moi, j'avais pas le droit d'aller au cinéma. Et j'avais que 2 vidéocassettes. J'avais La Cité de la Peur et Léon. Et donc, j'ai regardé Léon 1 milliard de fois. Et donc, on marche dans les rues de New York. Et déjà, je suis en pleine conscience que c'est dingue que je sois à New York pour le travail. Tu vois, il y a un truc, je suis à New York pour le travail. Bon, et puis là, il y a un taxi jaune qui arrive, jusque-là, tout est normal. Et puis il y a Jean Reno qui sort du taxi. Et j'ai accepté à ce moment-là, Jean Reno nous a dit bonjour, et je me suis mise à pleurer, il ne m'a pas vue. Mais en fait, je me suis dit,
accepte 2 secondes de réaliser où t'es. Et j'étais en pleine connexion avec la petite fille que j'étais, parce que c'est de l'ordre de l'impossible, quand j'étais petite, de regarder Léon qui se passe à New York. De voir Jean Reno. Et de me dire qu'un jour, je serai peut-être pas Nathalie Portman, mais j'ai quand même rendez-vous avec Jean Reno pour faire une lecture pour un film que je vais faire avec Jean Reno. C'est une blague. Ah, c'est fou. Tu vois, et donc à ce moment-là précis, moi j'accepte à fond même de me déconnecter à la réalité où tout le monde fait des washi-washa, comment ça va, et de me dire, t'es consciente de ce qui t'arrive là? T'es consciente de ce qui t'arrive là? Et c'est la même chose quand on a dormi au Negresco. Quand j'étais petite, j'allais en vacances à Nice, et puis j'arpentais la promenade des Anglais comme ça. Puis je voyais cet hôtel vraiment avec des yeux de genre... C'est magnifique. De genre, waouh, truc de ouf. Et là, je vais dormir au Negresco avec la vue sur la mer. Et donc, j'ai ouvert la fenêtre. Mes parents sont morts, mais j'ai quand même fait une vidéo à ma tante, avec qui je partais en vacances. Et je lui ai dit, coucou Tati, voilà, je voulais te montrer où j'étais, avec la vue sur mon enfance. Je pense à toi, on passait là avec nos glaces, et c'était notre activité de vacances. Et puis là, je suis juste au-dessus de mon enfance, quoi. Juste au-dessus de moi, petite. Si j'avais levé la tête et que je m'étais vue en star avec un peignoir de bain en sortant de ma suite, j'aurais été curieuse de connaître en fait quel a été le chemin. Est-ce que c'est mon mari? Eh ben non. C'est même pas un homme qui me paye cette chambre, c'est même pas moi, c'est mon métier, c'est mon rêve, et j'en reviens encore. La diva, le fait de faire ce film, c'était le rêve de ma vie, de faire parler les animaux, et de te dire que tu arrives en fait à réaliser ton rêve de manière tout à fait sincère, tu vois, et que tu restes en connexion avec ton enfant. Et je me dis, mais meuf, jamais t'aurais rêvé ça, tu vois. Je comprends. Jamais... tu as des larmes aux yeux aussi. Jamais t'aurais rêvé d'un moment comme ça, et t'y es. Et ce qui fait que tu le savoures encore plus, c'est que tu te dis, je n'oublie pas d'où je viens. Et c'est là où est mon kiff. C'est là où est mon kiff. En fait, il est là, mon plaisir. Et c'est comme ça aussi que tu peux éduquer tes enfants en leur disant, rien n'est acquis. Tu vois, moi, mon fils, grâce à Dieu, aujourd'hui, et à mon travail, bah, on est confortable, mais il y a une volonté de lui apprendre la valeur des choses qui est essentielle pour moi. Peu importe quel métier il fera, c'est essentiel de savoir s'adresser à tout le monde avec respect, et de savoir qu'il y en a qui galèrent, et qu'il faut les respecter, et que c'est pas parce que t'es le fils d'eux ou la fille d'eux, parce que finalement lui ça va devenir un fils d'eux, tu vois, que tu dois en fait arriver et mettre les pieds sur la table, surtout pas. C'était une belle manière de refaire ton parcours, finalement, de revenir sur l'enfance, c'est ça. Dernière question, là tu fais Chien et chat, c'est un sujet que tu bosses pendant 7 ans. Est-ce que tu réfléchis déjà, sans nous en parler, parce que le but c'est pas de perturber la promo du film, au contraire, mais est-ce que du coup tu sais déjà ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as d'autres rêves? Oui. Pas forcément un film, hein, ça peut être autre chose, un autre truc qui te donne envie, une série ou un autre projet même, tu vois. Alors, j'en ai plein des rêves et je suis vraiment contente pour ça. C'est que, en fait, plus tu rêves, plus t'oses voir grand. Donc, il y a un rêve qui n'arrivera pas. Et s'il arrive, bon, j'adorerais, mais ça n'arrivera pas. J'adorerais réaliser Cruella 2. J'adorerais mettre en scène Emma Stone. J'adorerais rentrer dans l'univers Disney trashy que Disney a autorisé pour Cruella. Ça, vraiment, c'est ma rêve absolue. Donc, j'ai dit ça pour OSS. Allez à la gagne. Je vais me toucher la tête pour toi. Non, mais en tout cas, j'aimerais pouvoir pondre un projet qui soit aussi réussi que Cruella, c'est-à-dire... Et finalement, je me rends compte qu'il y a toujours une part d'enfant qui est en moi, vachement, très connectée à Chien et Chat, au Disney et tout. Mais c'est très Disney, Chien et Chat. Mais j'ai été bercée par ça. C'est un autre compliment, mais c'est très sincère. Et au-delà de ça, vous le verrez, vous le voyez déjà dans la bande-annonce en extrait, mais c'est très bien fait. Merci. Non mais c'est vrai, on a du mal à voir le 3D, la vraie image, etc. Non, ça a été taffé de ouf, mais donc j'adorerais pouvoir travailler sur un projet ambitieux aux États-Unis et que mon anglais me serve, mais pas travailler aux États-Unis pour travailler aux États-Unis, c'est vraiment pour pouvoir toucher des héros que j'adore. Donc voilà, un prequel de Cruella, quelle bonne idée. J'adorerais faire Chien et Chat 2. Ah c'est vrai? Ah ouais. En fait, j'ai pris un plaisir de dingue à faire ce film. Je te raconte juste en 2 secondes comment ça s'est passé. Quand j'ai dit à mes producteurs que je voulais faire ce film, vraiment, ils m'ont dit que c'était pas possible. Et je sais pas pourquoi je me suis acharnée sur ce projet,
Mais j'avais une conviction forte que ce projet, au-delà de me faire le kiff de faire un film sur mon chat, avait sa place dans le paysage cinématographique, que, en fait, un chien et un chat, ça s'était jamais fait au cinéma, que j'étais légitime pour faire ce projet et que j'allais le faire avec tout l'amour que je pouvais y donner. Mais il m'était interdit, donc c'est comme si, en fait, t'es folle amoureuse d'un gars et qu'on te dit non, 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 non. Là, c'était vraiment ça et je savais qu'on allait faire notre vie ensemble, tu vois. Et donc, j'ai travaillé sur Chien et Chat corps et âme, mais pendant 5 ans, quand j'ai travaillé, il n'y avait aucune garantie qu'il allait être fait, ce projet. Donc j'ai donné vie à ces 2 animaux, d'abord à travers des dialogues, et puis finalement en les fabriquant. Mais maintenant, ça y est, ils existent. Donc maintenant, en fait, Chichi et Diva, ils existent, ils ont des personnalités. Quand on fait des tournées en province, il y en a qui me disent « je préfère Chichi », il y en a qui me que je préfère Diva. Pourquoi? Et ils me donnent leurs traits de caractère. Ils existent vraiment comme des personnages. Donc, faire la suite, en fait, il y aurait un peu de pression, mais ça serait déjà quand même du kiff de savoir que c'est bon, ça y est, je peux les faire vivre vraiment sans me dire « ah, peut-être que finalement, c'est mort », tu vois, parce que tu te freines toujours un petit peu. Bien sûr, évidemment, évidemment. Donc j'aimerais bien ça. Et après, mon autre dernier kiff, et ça touche toujours un peu le professionnel, et au-delà de, évidemment, mes enfants en bonne santé, mon mari en bonne santé, je crois que j'aimerais bien travailler avec mon fils. Ah, c'est vrai? Ouais. Je crois que, en fait, il est né alors que j'étais en train d'écrire Chien et Chat. Je t'ai dit, il a vécu tout le process de Chien et Chat, donc il est quand même un peu habité par le cinéma. Je ne lui demanderai rien, mais pouvoir transmettre ma passion avec mon fils et co-créer ensemble. Un jour, quelque chose. Ouais, c'est l'accomplissement, ça. Ah ouais, co-créer. Genre qu'on se mette à écrire un truc ensemble, même si c'est un bouquin ou un truc, mais brainstormer avec mon fils, avoir son inventivité. Et puis en plus, je pense que c'est hyper sain de fréquenter toute classe d'âge, d'être avec des vieux, d'être avec des jeunes, d'être avec des enfants, parce que c'est comme ça que tu vois, t'es à la page d'une certaine manière. Et comme mon fils est naturellement brillant, ça sera le meilleur projet. Mais il sera bien meilleur que moi, c'est sûr. Et ça permet de passer du temps avec aussi. Et voilà, et je serai pas en culpa. Exactement, exactement. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, merci pour l'accueil. C'était vraiment chouette. Avec plaisir. Est-ce que je peux avoir de l'eau chaude? Oui. Merci à vous tous, les gars. Voilà, Chien et Chat. Je vous mets le lien de toute façon de la bande-annonce en cliquable sous la vidéo. Il est dispo, il est au cinéma. Si vous voulez aller le voir, il est vraiment chouette pour le coup. Merci d'avoir regardé tout ça. N'hésitez pas à commenter l'émission, à la liker, à mettre une petite cloche aussi pour avoir les notifications de la sortie des futures vidéos. On vous met une interview tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Et merci de vous abonner de plus en plus nombreux à Légende. Bisous tout le monde.